Qui penses-tu être pour tenir ma fille comme ça? N'oublie pas ta place, Aïssatou. La voix glaciale d'Hélène, une PDG française fortunée, résonne dans l'appartement luxueux de la Défense. Immédiatement après, un bruit sec de claques retentit. Aïssatou, la domestique d'origine africaine, reste figée, une marque rouge sur la joue. Hélène est convaincue qu'Aïssatou tente de voler le lien avec sa fille. Mais la vérité derrière cette gifle révèle un secret bouleversant concernant l'enfant et les insécurités d'Hélène. Que se passera-t-il lorsque le mari dévoilera la vérité? Une gifle empreinte de préjugés peut-elle être réparée par la vérité? Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir le secret qu'Hélène a toujours caché. Si vous aimez les histoires dramatiques sur la vérité et la rédemption, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas de nous dire d'où vous regardez en commentaire. La nuit tombait sur la Défense comme un voile d'ombre impitoyable, enveloppant les tours de verre et d'acier dans une lueur froide et artificielle. Les lumières des bureaux s'éteignaient une à une, laissant place à l'agitation discrète des résidents rentrant chez eux après des journées harassantes. Parmi eux, Hélène Duval, directrice marketing chez une multinationale impitoyable, franchissait le seuil de son appartement luxueux au dernier étage d'une tour imposante. Ses talons claquaient sur le marbre poli du hall d'entrée, un écho qui résonnait comme un avertissement. Ce soir-là, tout en elle bouillonnait d'une rage contenue, fruit d'une journée catastrophique où un projet majeur avait sombré dans le chaos. Des investisseurs furieux, des délais dépassés, et au milieu de tout cela, son autorité remise en question par des subordonnés qu'elle méprisait en secret. Hélène n'était pas habituée à l'échec. Elle avait construit sa carrière sur une façade d'invincibilité, une armure forgée dans les écoles d'élite et les réseaux influents de Paris. Mais ce soir, cette armure craquelait et une faille profonde s'ouvrait en elle, prête à engloutir tout sur son passage. L'appartement était un sanctuaire de modernité, murs blancs immaculés, meubles design aux lignes épurées, et une vue panoramique sur la capitale qui scintillait comme un tapis de diamants. Pourtant, ce soir, l'air y était lourd, chargé d'une tension invisible. Hélène posa son sac Chanel sur la console de l'entrée, ses doigts d'homme tremblants, effleurant le cuir souple. Elle avait besoin de calme, de contrôle. Son mari, Luc, ingénieur en chef chez une firme de technologie, n'était pas encore rentré, probablement retenu par une réunion tardive. Tant mieux, pensa-t-elle. Elle n'avait pas la force de feindre la sérénité conjugale. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était voir sa fille, Chloé, cette petite boule de vie de 12 mois qui représentait à la fois sa plus grande fierté et sa plus profonde vulnérabilité. Chloé, avec ses yeux curieux et ses babillements innocents, était le centre de son univers fracturé. Mais ces derniers temps, Hélène sentait un gouffre s'élargir entre elles. Les nuits blanches au bureau, les voyages d'affaires interminables, tout cela l'avait éloignée, laissant un vide que quelqu'un d'autre comblait. Aïssatou Diallo, la domestique originaire d'Afrique de l'Ouest, était entrée dans leur vie 2 ans plus tôt, recommandée par une agence haut de gamme. Au début, Hélène l'avait vue comme une solution pratique, une femme discrète, efficace, capable de gérer les tâches ménagères et de veiller sur Chloé pendant ses absences. Aïssatou avait une présence apaisante, avec sa peau d'ébène lisse et ses mouvements gracieux, héritée d'une culture lointaine qu'Hélène ne comprenait pas vraiment. Mais au fil des mois, une ombre s'était insinuée dans l'esprit d'Hélène. Aïssatou n'était pas seulement une employée, elle semblait tisser un lien invisible avec Chloé, un lien que Hélène enviait secrètement. Les sourires sombres de sa fille, quand Aïssatou entrait dans la pièce, les nuits où Chloé s'endormait plus facilement dans ses bras. Tout cela rongeait Hélène comme un acide lent. Et puis, il y avait cette différence flagrante, la couleur de peau d'Aïssatou, un rappel constant qu'elle venait d'ailleurs
d'un monde que Hélène associait vaguement à la pauvreté et à l'instabilité. Dans les dîners mondains, ses amis murmuraient parfois sur les immigrés qui prennent les emplois. Et Hélène, bien qu'elle s'en défende, avait absorbé ses préjugés comme une éponge. Ce soir, avec les nerfs à vif, ses pensées sombres remontaient à la surface, prêtes à exploser. Hélène traversa le salon d'un pas décidé, ses escarpins résonnant sur le parquet. L'air embaumé un mélange subtil de lavande et de lait pour bébé. Une odeur qui aurait dû l'apaiser mais qui, ce soir, l'irritait. Elle poussa doucement la porte de la nurserie, une pièce décorée avec soin, mur pastel, mobile musical tournoyant au plafond, et un berceau en bois précieux où dormait Chloé. Mais la sous-scène qui s'offrit à elle la figea sur place. Aïssatou était assise dans le fauteuil à bascule, Chloé nichée contre sa poitrine, enveloppée dans une couverture douce. Les yeux clos de l'enfant trahissaient un sommeil profond, paisible. Aïssatou, avec une tendresse infinie, fredonnait une mélodie ancienne en bambara, sa langue maternelle, une berceuse rythmée par des notes graves et enveloppantes, comme un murmure venu des savanes lointaines. Ses mains sombres caressaient doucement le dos de Chloé, un geste protecteur, presque maternel. Pour Aïssatou, ce n'était qu'un rituel quotidien, une façon de calmer l'enfant qui s'agitait souvent le soir. Elle avait appris ces airs de sa propre mère, au Mali, où les chansons liaient la Sahel les générations. Mais pour Hélène, cette image était une trahison, un vol pur et simple. Une vague de jalousie brûlante submergea Hélène. Comment osait-elle? Cette femme, avec sa peau foncée et son accent étranger, osait-elle se substituer à elle, la vraie mère? Hélène se revit, des mois plus tôt, luttant pour apaiser Chloé lors de ses coliques nocturnes, se sentant inadéquate, impuissante. Et maintenant, Aïssatou réussissait là où elle avait échoué. Les préjugés enfouis explosèrent. Aïssatou n'était pas d'ici. Elle ne comprenait pas les normes françaises. Elle était l'intruse qui profitait de leur générosité. Hélène sentit son pouls taxoas s'accélérer, ses poings se serrer. Elle avança d'un pas, la voix tremblante de fureur contenue. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle d'abord, mais les mots se muèrent en un cri intérieur. Aïssatou leva les yeux, surprise, mais avant qu'elle puisse réagir, Hélène explosa. Dans un geste impulsif, dicté par une rage primitive, Hélène leva la main et abattit une gifle cinglante sur la joue d'Aïssatou. Le bruit sec claqua comme un coup de fouet dans la pièce silencieuse. Un écho qui semblait se répercuter dans les murs. La peau d'Aïssatou rougit instantanément, une marque rouge vif s'y imprimant comme une cicatrice vivante. Elle resta figée, une main protégeant toujours Chloé, l'autre montant instinctivement à sa joue. La douleur physique était aiguë, mais c'était l'humiliation qui la transperçait comme une lame. Chloé, arrachée à son sommeil, se mit à hurler, ses pleurs stridents emplissant la nurserie d'un chaos assourdissant. Aïssatou berça l'enfant machinalement, ses yeux sombres, emplis d'un mélange de choc et de résignation. Elle avait déjà connu des regards hostiles, des mots blessants en France, mais jamais une violence aussi directe. Au même instant, la porte de l'appartement s'ouvrit avec un clic discret. Luc entra, son manteau encore sur les épaules, fatigué par sa propre journée. Il perçut immédiatement les cris de Chloé et se précipita vers la nursery. Ce qu'il vit le cloua sur place. Sa femme, Hélène, debout, les joues empourprées de colère, tremblante. Aïssatou, assise, une marque rouge sur le visage, tenant leur fille qui pleurait à fendre l'âme. L'air était chargé d'une tension électrique, comme si un orage venait d'éclater dans leur foyer parfait. Luc sentit son estomac se nouer. Que s'était-il passé? Comment en étaient-ils arrivés là? Mais pour l'instant, il ne pouvait que fixer la scène, s'interrogeant sur les abysses cachés dans l'âme de sa femme.
Les cris de Chloé perçaient l'un l'air comme des lames affûtées, transformant la nurserie en un champ de bataille émotionnel. Luc Duval, figé sur le seuil de la porte, sentait son monde basculer. Lui, l'ingénieur pragmatique, habitué aux algorithmes et aux solutions logiques, se retrouvait face à un chaos humain qu'aucun code ne pouvait résoudre. Hélène, sa femme, se tenait là, les bras croisés dans une posture défensive, son visage encore rouge de colère. Aïssatou, toujours assise dans le fauteuil, berçait instinctivement l'enfant hurlante, sa joue marquée d'une empreinte rouge qui semblait pulser comme un cœur blessé. Luc s'avança enfin, ses pas lourds sur le tapis moelleux, et prit doucement Chloé des bras d'Aïssatou. « Chut, ma puce, chut !» murmura-t-il en la serrant contre lui, son cœur battant la chamade. L'enfant se calma progressivement, ses sanglots se muant en hoquets intermittents, mais l'atmosphère restait électrique, chargée d'une tension qui menaçait d'exploser à nouveau. Aïssatou se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort surhumain. Elle évita le regard de Luc, ses yeux sombres voilés par une ombre de douleur et de dignité blessée. Elle avait déjà connu l'humiliation, en France, où les regards suspicieux la suivaient dans les rues de Paris, où des employeurs précédents l'avaient bien traitée comme une ombre invisible. Mais cela, une gifle physique, venue d'une femme qu'elle servait avec loyauté, c'était une première. Elle ajusta sa robe simple, effaçant une larme discrète du coin de l'œil, et se dirigea vers la porte sans un mot. Luc l'arrêta d'une voix douce mais ferme. « Aïssatou, attendez, s'il vous plaît. » Elle s'immobilisa, dos tourné, attendant la suite. Hélène, quant à elle, observait la scène avec un mélange de triomphe fugace et de malaise croissant. Elle avait agi sur une impulsion, mais maintenant, face au regard accusateur de son mari, elle sentait les premiers craquements dans sa certitude. Luc berça Chloé un moment de plus, jusqu'à ce que ses pleurs s'apaisent complètement, puis la déposa délicatement dans son berceau. Il se tourna ensuite vers Hélène, ses yeux verts, assombris par une colère contenue. « Explique-toi, » dit-il d'une voix basse, presque un grondement. « Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang ?» Hélène recula d'un pas, surprise par l'intensité de son ton. Elle avait toujours été la dominante dans leur couple, celle qui décidait, qui imposait. Mais ce soir, Luc semblait transformé, protecteur non seulement de leur fille, mais aussi de cette femme qu'elle considérait comme une subalterne. Elle la tenait comme si c'était la sienne, explosa Hélène, sa voix montant en flèche. Je rentre après une journée infernale et je trouve cette étrangère en train de bercer ma fille comme une mère. Elle dépasse les bornes, Luc. Elle n'est pas de la famille. Elle est laide. Les mots jaillissaient d'elle comme un torrent, imprégnés d'une venon qu'elle ne contrôlait plus. Dans son esprit, des images se superposaient, Aïssatou avec sa peau noire, ses origines africaines, contrastant avec la blancheur immaculée de leur vie parisienne. « Elle ne appartient pas à ce monde », ajouta-t-elle plus bas, mais Luc l'entendit clairement. Il secoua la tête, incrédule. « Une étrangère, c'est comme ça que tu la vois, après tout ce qu'elle a fait pour nous ?» Luc avait toujours apprécié Aïssatou, sa discrétion, son efficacité, et surtout la façon dont elle apaisait Chloé quand Hélène était absente. Il avait remarqué les petites choses, les repas préparés avec soin, les jouets rangés impeccablement, et ce lien subtil avec leur fille. Mais maintenant, les paroles d'Hélène révélaient une face cachée, un préjugé qu'il n'avait jamais soupçonné chez elle. Aïssatou, toujours silencieuse près de la porte, serrait les poings. Elle sentait la brûlure de la gifle s'étendre à son âme, chaque mot d'Hélène comme une nouvelle claque. Pourtant, elle continua son travail, se dirigeant vers la cuisine pour préparer le dîner comme si de rien n'était. Mais son pas était plus lourd, son regard fuyant, une distance s'installait,
un mur invisible érigé pour se protéger. La soirée s'étira dans un silence oppressant. Luc et Hélène se retrouvèrent dans le salon. Chloé, enfin, endormie dans sa chambre. Aïssatou avait servi le repas sans un regard, puis s'était éclipsée dans sa petite chambre, au fond de l'appartement, un espace exigu qui soulignait son statut. Luc s'assit sur le canapé, une tasse de café froid à la main, et fixa Hélène. « Tu ne peux pas frapper quelqu'un comme ça, surtout pas elle. Elle nous aide depuis des mois. » Hélène, adossée à la fenêtre, croisa les bras, son arrogance masquant une culpabilité naissante. Elle agit comme si Chloé était à elle. Tu ne vois pas? Avec ses chants africains, ses manières, elle n'a pas sa place pour ça. Luc plissa les yeux, détectant le venin raciste dans ses mots. Ses manières? Tu parles de sa couleur de peau, c'est ça? Hélène, écoute-toi. Tu sonnes comme ces gens que tu méprises au dîner mondain. La dispute enflamma soudain, comme un feu couvant qui éclate. Hélène se redressa, les yeux flamboyants. Oui, peut-être. Elle vient d'un pays où les choses d'elle sont différentes. Elle n'est pas qualifiée pour éduquer notre fille. Pas avec son background, son apparence. Elle n'est pas comme nous, Luc. Elle ne mérite pas de toucher Chloé comme ça. Les mots sortaient au cru, chargés de préjugés accumulés, des échos de conversations entendues dans les cercles élitistes où l'on murmurait sur les autres. Luc bondit sur ses pieds, rouge de colère. Pas qualifié, à cause de sa peau? Tu es sérieuse? C'est du racisme pur et simple. Et si c'était une Française blanche, tu aurais réagi pareil? Hélène hésita, mais sa fierté l'emporta. Peut-être pas, elle n'appartient pas ici. Luc, tremblant de rage, pointa du doigt la nurserie. Je vais vérifier les caméras de sécurité. Tout de suite. Si elle n'a rien fait de mal, tu vas devoir affronter ça. Hélène pâlit, une panique froide l'envahissant. Les caméras, ces yeux invisibles qu'ils avaient installés pour la sécurité, allaient y révéler la vérité nue. Elle tenta de l'arrêter, mais Luc se dirigea déjà vers son bureau, laissant Hélène seule avec ses démons, le cœur battant d'une peur qu'elle n'avait jamais connue. Le bureau de Luc, niché au fond de l'appartement, était un havre de technologie et d'ordre, un contraste saisissant avec le tumulte qui régnait dans le reste de la maison. Les écrans multiples scintillaient d'une lueur bleue froide, reflétant les lignes de code et les diagrammes complexes de son travail quotidien. Mais ce soir, Luc n'était pas là pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Il cherchait la vérité dans les pixels d'une vidéo de surveillance. Assis dans son fauteuil ergonomique, il pianota rapidement sur le clavier, accédant au système de caméra qu'ils avaient installé peu après la naissance de Chloé. Une mesure de précaution, disait Mamtil, pour veiller sur leur trésor le plus précieux. Ses doigts tremblaient légèrement, un mélange d'appréhension et de colère résiduelle. Hélène l'avait suivi du regard depuis le salon, mais elle n'avait pas osé le rejoindre, préférant rester seule, avec ses justifications qui s'effritaient comme du sable entre ses mains. Dans la cuisine, Aïssatou rangeait mécaniquement les assiettes du dîner, ses gestes précis mais empreints d'une lassitude profonde. La marque rouge sur sa joue avait commencé à virer au violet, un rappel cuisant de l'humiliation subie. Elle n'avait pas pleuré, pas encore. Au Mali, on lui avait appris à endurer, à transformer la douleur en force silencieuse. Mais ici, en France, où elle avait immigré pleine d'espoir pour une vie meilleure, chaque insulte raciale la rongeait un peu plus. Elle pensa à sa famille, restée au pays, à ses sœurs qui l'enviaient pour son succès à Paris. Si seulement elle savait. Aïssatou jeta un coup d'œil à sa petite valise dans sa chambre exiguë, prête à être remplie. Elle ne pouvait pas rester dans un foyer où sa peau était un crime, où son humanité était niée. Demain matin, elle partirait, laissant derrière elle cette famille fracturée et cet enfant qu'elle avait appris à aimer comme la sienne.
Luc fit défiler les enregistrements, le cœur serré. La caméra de la nurserie offrait une vue claire et impitoyable. Aïssatou entrant dans la pièce 1 heure plus tôt, alertée par les petits gémissements de Chloé. Elle s'approcha du berceau avec une douceur infinie, ajustant la couverture qui s'était entortillée autour des jambes de l'enfant. Puis, sentant Chloé s'agiter, elle la prit dans ses bras, la berçant doucement tout en chantant cette berceuse ancestrale. Pas de possessivité, pas d'intrusion, seulement une tendresse professionnelle, instinctive. Luc visionna la séquence 2 fois, 3 fois, notant chaque détail. Le sourire apaisant d'Aïssatou, la façon dont Chloé se calmait instantanément contre elle. Rien de mal, rien qui justifie une telle violence. Au contraire, c'était de la pure bienveillance. Mais cela ne suffisait pas. Luc voulait en savoir plus. Il se rappelait vaguement le CV d'Aïssatou lors de son embauche, des références solides, mais il n'avait pas creusé. Ce soir, poussé par un besoin de justice, il lança une recherche rapide sur son ordinateur, utilisant des connexions professionnelles pour vérifier ses antécédents. Ce qu'il découvrit le laissa bouche bée. Aïssatou Diallo n'était pas une simple domestique, elle avait été une infirmière néonatale, qualifiée, diplômée avec mention d'une prestigieuse école d'infirmières à Dakar, au Sénégal. Elle avait travaillé dans des hôpitaux réputés, spécialisés dans les soins aux nouveau-nés prématurés, avant de rejoindre une ONG en Afrique de l'Ouest pour former des mères dans des zones rurales. Son départ pour la France? Un visa de travail, mais aussi une fuite après une perte personnelle. Des bribes d'informations suggéraient un deuil lié à un enfant qu'elle avait soigné. Luc sentit une vague de respect l'envahir, mêlée à une honte vicariante pour l'ignorance de sa femme. Comment Hélène avait-elle pu ignorer cela? Ou pire, le mépriser à cause de sa couleur de peau. Hélène, dans le salon, arpentait la pièce comme un animal en cage. Elle savait que Luc visionnait les images et une peur sournoise s'insinuait en elle. Et si elle avait eu tort? Non, se convainquit-elle. C'était pour protéger Chloé. Mais au fond, elle sentait les racines de sa rage, cette jalousie viscérale envers Aïssatou, qui semblait si naturellement maternelle, si à l'aise dans un rôle où elle peinait. Et puis, cette différence raciale qui la perturbait plus qu'elle ne l'admettait. Dans ces cercles sociaux, on parlait des Africains, avec une condescendance polie, les voyant comme des aides nécessaires, mais inférieures. Hélène avait absorbé cela, le laissant pourrir en elle. Quand Luc revint enfin, tenant une tablette avec la vidéo prête, son visage était un masque de détermination froide. « Assieds-moi-toi » ordonna-t-il, la voix tranchante comme un scalpel. Hélène obéit, les jambes flageolantes. Luc lança la vidéo sans un mot, forçant sa femme à regarder. Les images défilaient, Aïssatou, professionnelle et attentionnée, rien de plus. Hélène sentit son estomac se nouer. Tu vois, elle n'a rien fait de mal. Au contraire, elle protégeait Chloé. Luc marqua une pause, puis lâcha la bombe. Et sais-tu qui elle est vraiment? Une infirmière qualifiée, formée au Sénégal, avec des années d'expérience en pédiatrie. Pas juste laide, Hélène, une experte. Hélène cligna des yeux, stupéfaite, mais sa défense instinctive reprit le dessus. Ça ne change rien, elle n'avait pas à la tenir comme ça. C'est ma fille, pas la sienne, et avec son background, elle n'aidait pas comme nous. Luc explosa, sa patience à bout. Son background, tu veux dire sa peau noire? C'est ça ton problème, du racisme pur, Hélène. Tu l'as giflée parce qu'elle est africaine, parce qu'elle ose être proche de Chloé d'une façon que tu envies. Hélène se leva d'un bond, les larmes aux yeux, mais pas de remords, de fureur. Oui, je ne veux pas qu'une femme comme elle soit près de ma fille. Elle vient d'un monde différent, avec ses coutumes, sa couleur. Chloé mérite mieux que ça. Les mots jaillissaient, crus et venimeux, révélant les abysses de ses préjugés. Luc recula, horrifié. Si tu ne changes pas,
c'est toi qui partiras, pas elle. Je ne laisserai pas notre maison être empoisonnée par ça. » Hélène hurla en retour, poussant le conflit à son paroxysme, une tempête qui menaçait de tout balayer. L'aube n'apportait aucun répit à l'appartement de la Défense. Les premières lueurs grises s'infiltraient à travers les baies, vitrées, projetant des ombres austères sur les murs blancs, comme pour refléter la fracture qui divisait le foyer des Duval. La dispute de la veille avait laissé des éclats invisibles, des blessures qui ne saignaient pas mais pesaient là, lourds dans chaque recoin de la maison. Aïssatou Diallo, dans sa petite chambre, au fond du couloir, pliait méthodiquement ses vêtements dans sa valise usée. Chaque geste était précis, presque rituel, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant une douleur qu'elle refusait de laisser éclater. La marque sur sa joue, désormais un bleu violacé, semblait hurler en silence l'injustice qu'elle avait subie. Elle n'avait pas dormi, hantée par la gifle, par les mots d'Hélène, pas comme nous, qui résonnaient comme une condamnation de son être même. Aïssatou avait affronté le mépris en France auparavant, les regards froids dans le métro, les murmures des collègues qui l'appelaient « l'Africaine » derrière son dos. Mais cette violence physique, dans un foyer où elle avait donné tant de soins, était une coupure plus profonde, une blessure qui touchait l'âme. Dans la cuisine, elle continua ses tâches par réflexe, nettoyant le plan de travail déjà impeccable, préparant une bouteille pour Chloé avec une précision mécanique. Elle évitait de regarder vers la nurserie, où la petite dormait encore, ses boucles blondes scintillant sous la lumière douce d'une veilleuse. Aïssatou aimait Chloé, pas seulement comme une employée, mais avec une tendresse née de son propre passé. Au Mali, elle avait bercé des enfants dans des villages poussiéreux, des orphelins qu'elle avait protégés comme les siens. Mais un souvenir précis la hantait. Un garçon, Issa, qu'elle avait soigné dans un centre de l'ONG où elle travaillait. Il l'appelait « maman » avec ses petits bras tendus vers elle. Puis, un jour, le système l'avait arraché à elle, sans explication, sans adieu. Cette perte l'avait brisée, l'avait poussée à quitter son poste et à chercher un nouveau départ en France. Et maintenant, ici, dans cet appartement luxueux, l'histoire semblait se répéter. Une enfant qu'elle aimait, un rejet brutal, une expulsion imminente. Luc, réveillé aux premières heures, n'avait pas trouvé le sommeil non plus. Assis dans son bureau, il fixait l'écran où la vidéo de la veille tournait en boucle. Aïssatou, si douce, si professionnelle, apaisant Chloé avec une berceuse. Rien dans ses gestes ne méritait la violence d'Hélène. Il se sentait complice par association, coupable de n'avoir pas vu les préjugés de sa femme grandir comme une ombre. Déterminé à réparer ce qu'il pouvait, il se rendit à la cuisine où Aïssatou travaillait en silence. « Aïssatou, » commença-t-il, sa voix basse mais ferme. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. Restez, s'il vous plaît, au moins jusqu'à ce qu'on règle ça. » Aïssatou releva les yeux, son regard un mélange de méfiance et de lassitude. « Monsieur Duval, je ne peux pas travailler là où on me traite comme moins qu'humaine, » répondit-elle, sa voix calme mais tranchante. Luc hocha la tête, respectant sa douleur. « Donnez-moi une journée. Je vais parler à Hélène. Vous méritez mieux que ça. » Hélène, quant à elle, s'était enfermée dans la chambre conjugale, rideaux tirés, comme pour bloquer le monde extérieur. Elle n'avait pas dormi, torturée par les images de la soirée. La gifle, les pleurs de Chloé, le regard accusateur de Luc. Une partie d'elle voulait s'accrocher à sa colère. Aïssatou avait outrepassé ses droits, n'est-ce pas? Mais une voix plus profonde, plus honnête, murmurait la vérité. Elle avait frappé par jalousie, par peur. Aïssatou, avec sa présence apaisante et sa peau sombre, incarnait tout ce qu'Hélène craignait de ne pas être. Une mère naturelle, une femme qui semblait appartenir à Chloé d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Et cette différence raciale, qu'elle avait niée pendant des années, s'était cristallisée en un instant de violence.
Dans un moment de faiblesse, elle fouilla dans le tiroir de son bureau et trouva le dossier d'embauche d'Aïssatou. Une note manuscrite, laissée par l'agence, mentionnait son passé dans une ONG africaine et une perte personnelle non précisée. Hélène sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi n'avait-elle jamais cherché à en savoir plus? Elle descendit dans le salon, où Luc l'attendait, le visage fermé. « On doit parler », dit-il, brandissant la tablette avec la vidéo. « Tu vas regarder ça, Hélène, et tu vas voir qu'elle n'a rien fait de mal. » Hélène s'assit, les lèvres pincées, mais elle obéit. Les images étaient implacables. Aïssatou, attentive, professionnelle, aimante. Pas une intruse, mais une protectrice. Luc poursuivit, révélant ce qu'il avait appris sur son passé. Elle était infirmière néonatale, Hélène. Elle a sauvé des vies, et toi, tu l'as frappée parce qu'elle est ses noire. Hélène tressaillit, ses défenses s'effondrant. « Ce n'est pas juste ça !» cria-t-elle, mais sa voix tremblait. Elle agit comme si elle était la mère de Chloé. Je ne supporte pas de la voir si proche d'elle. Luc la coupa, glacial. Et tu crois que frapper quelqu'un résout ça? Tu crois que ta jalousie justifie ton racisme? Le mot racisme frappa Hélène comme un coup de poing. Elle voulut protester, mais les larmes montèrent, brûlantes. Elle repensa au dîner mondain où ses amis plaisantaient sur les domestiques africaines, au deux fois où elle avait ri sans réfléchir. Avait-elle vraiment absorbé ses préjugés? La dispute atteignit son apogée quand Luc posa un ultimatum. « Si tu ne changes pas, si tu ne t'excuses pas, c'est toi qui mettras cette maison en péril, pas Aïssatou. » Hélène, submergée, s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage. Dans sa chambre, Aïssatou, ignorant l'échange, rédigea une lettre d'adieu. Elle y glissa une phrase qui la hantait. « J'ai aimé Chloé comme la mienne, mais je ne peux pas rester où ma peau est un crime. » Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, prête à partir à l'aube, laissant derrière elle un foyer brisé par la haine et l'incompréhension. Le jour suivant apporta une lourdeur palpable à l'appartement de la Défense, comme si les murs eux-mêmes absorbaient la tension accumulée. Les entours environnantes se dressaient sous un ciel plombé, reflétant l'humeur morose qui régnait à l'intérieur. Luc Duval, les traits tirés par une nuit blanche, s'était isolé dans son bureau dès l'aube. Il ne pouvait plus se contenter des bribes d'informations glanées sur Internet. Il avait besoin de faits concrets, d'une vérité irréfutable pour confronter Hélène et, peut-être, sauver leur foyer du gouffre qui s'ouvrait. Sans un mot à sa femme, il contacta un détective privé qu'il connaissait par des relations professionnelles. Un homme discret, efficace, spécialisé dans les vérifications de background. « Creusez sur Aïssatou Diallo », murmura-t-il au téléphone, sa voix basse pour ne pas alerter quiconque. Tout, son passé, ses motivations, pourquoi elle est s'en venue en France. Le détective promit des résultats rapides, et Luc raccrocha, le cœur serré par l'anxiété. Il savait que cette enquête pouvait tout changer, mais il ne pouvait plus ignorer les fissures béantes dans leur vie. Hélène, de son côté, errait comme un fantôme dans le salon, enveloppée dans un peignoir froissé. Elle n'avait pas osé approcher la cuisine, où Aïssatou accomplissait ses tâches matinales avec une efficacité muette. La lettre d'adieu qu'elle avait découverte par hasard sur la table, ces mots simples et dévastateurs. « J'ai aimé Chloé comme la mienne, mais je ne peux pas rester où ma peau est un crime », la hantait comme un reproche vivant. Hélène s'assit sur le canapé, les mains tremblantes, revivant la gifle, les accusations. Une crise intérieure la rongeait. Comment avait-elle pu en arriver là? Elle, la femme accomplie, la dirigeante admirée, réduite à une violence primitive par une jalousie irrationnelle. Des souvenirs affluaient, douloureux et accusateurs. Ces dîners chez des amis de la haute société, où l'on parlait des immigrés
avec une condescendance voilée. « Ils sont utiles, mais il faut les garder à leur place », avait dit une amie un soir en riant. Hélène avait acquiescé d'un sourire, sans réfléchir, absorbant ces poisons subtils qui avaient imprégné son esprit. Et maintenant, face à Aïssatou, une femme noire, africaine, qui excellait là où elle échouait, ses préjugés avaient prêt explosé en une rage incontrôlable. Aïssatou, quant à elle, poursuivait son rituel quotidien avec une détermination stoïque, mais chaque mouvement était teinté d'une tristesse profonde. Elle nourrissait Chloé dans la nurserie, berçant l'enfant avec une tendresse mesurée, évitant tout geste qui pourrait être mal interprété. Ses pensées de vagabonder vers son passé. Les années passées dans une ONG en Afrique de l'Ouest, où elle concevait des programmes pour les orphelins, formant des communautés entières à la soin des enfants vulnérables. Elle avait été une pionnière, respectée pour son expertise en pédiatrie et en psychologie infantile. Puis, il y avait eu ce garçon, ce petit qu'elle avait recueilli comme un fils, arraché à elle par des décisions bureaucratiques impitoyables. Le choc l'avait brisée, l'avait poussée à quitter tout pour un nouveau départ en France, où elle espérait guérir en aidant d'autres familles. Mais ici, dans cet appartement froid, elle se sentait de nouveau dépossédée, réduite à sa couleur de peau, à son statut d'étrangère. Le téléphone de Luc sonna en milieu de matinée, brisant le silence oppressant. Le détective, fidèle à sa parole, livra un rapport détaillé. « Aïssatou Diallo », commença-t-il d'une voix neutre, diplômée en soins infirmiers à Dakar, spécialisée en néonatologie. Elle a travaillé pour une ONG internationale concevant des programmes de soins pour enfants orphelins en Afrique subsaharienne. Des références impeccables. Elle a sauvé des vies, formé des centaines de personnes. Puis, un incident. Elle s'est attachée à un enfant en foyer, l'a traité comme le sien. Quand il a été placé ailleurs, elle a eu une dépression, a démissionné et émigré en France pour recommencer. Pas de casier, pas de mensonge, juste une femme brisée, cherchant la paix. Luc écouta, stupéfait, notant chaque détail. Cela confirmait tout. Aïssatou n'était pas une intruse, mais une experte blessée, une femme dont la vie avait été marquée par la perte, tout comme Hélène luttait avec ses propres démons. Il trouva Hélène dans la chambre, prostrée sur le lit, et lui exposa les faits sans ménagement. « Écoute ça, » dit-il, lisant le rapport à voix haute. « Elle n'est pas juste une domestique, Hélène. Elle a dédié sa vie aux enfants. Et toi, tu l'as frappée pourquoi? Parce qu'elle est noire? Parce qu'elle te fait peur ?» Hélène leva les yeux, les joues pâles, et pour la première fois, les remparts de son arrogance craquèrent. Les mots de Luc la transpercèrent, révélant l'injustice flagrante de ses actes. Elle pensa à ses amis élitistes, à leurs commentaires dédaigneux sur les immigrés. Ils prennent de nos emplois, ils ne s'intègrent pas. Et réalisa avec horreur qu'elle avait internalisé ses venins, les laissant dicter sa conduite. La confrontation atteignit son climax quand Hélène, submergée par une vague de larmes, s'effondra dans les bras de Luc. « C'est vrai », sanglota-t-elle, la voix brisée. « Chloé, elle n'est pas de moi, pas vraiment. Nous avons utilisé une donneuse d'ovules, une femme d'Afrique de l'Ouest. J'ai choisi ça pour qu'elle me ressemble. Un peu, mais quand je vois Aïssatou avec elle, avec sa peau similaire à celle de la donneuse, j'ai peur qu'elle prenne ma place, qu'elle soit la vraie mère dans le cœur de Chloé. La gifle, ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la terreur, Luc. Terreur que ma fille voit en elle ce que je ne peux pas lui donner. » Luc la serra contre lui, choqué par la révélation, mais sentant enfin la vérité émerger des ténèbres. La crise intérieure d'Hélène explosait, un tourbillon de confessions qui marquait un tournant irréversible, forçant le couple à affronter les secrets enfouis et les préjugés qui menaçaient de tout détruire.
L'après-midi s'étirait dans l'appartement de la Défense comme un fil tendu à se rompre, l'air chargé d'une humidité lourde qui collait à la peau. Les rotours environnantes, baignées dans une lumière pâle filtrée par les nuages, semblaient observer en silence le drame qui se jouait à l'intérieur. Aïssatou Diallo bouclait sa valise dans sa chambre étroite, chaque clic de la fermeture résonnant comme un adieu définitif. Elle avait passé la matinée à vaquer à ses tâches avec une efficacité fantomatique, évitant tout contact avec Hélène. Mais le poids d'ennui de la décision pesait sur elle. Partir signifiait abandonner Chloé, cette petite qui avait ravivé en elle un feu maternel éteint depuis si longtemps. Pourtant, rester dans un foyer où sa dignité était piétinée n'était plus tenable. Elle glissa dans sa poche la lettre qu'elle avait rédigée, prête à la laisser sur la table avant de franchir la porte. Mais Luc l'intercepta dans le couloir, son visage marqué par l'inquiétude et la détermination. « Aïssatou, attendez !» implora-t-il, bloquant doucement son chemin. « Hélène veut de vous parler. Donnez-lui une chance, pour Chloé, au moins. » Aïssatou hésita, ses yeux sombres, scrutant ceux de Luc. Elle vit en lui une sincérité qui contrastait avec la froideur de sa femme. Après un long silence, elle hocha la tête, acceptant de reporter son départ pour un dernier face-à-face. Hélène, dans la chambre conjugale, se préparait comme pour une bataille. Ses mains tremblaient en ajustant son chemisier, un masque de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Les confessions de la veille, à Luc l'avaient baume vidé, laissant place à un vide béant où se bousculaient remords et peur. Elle savait que cet instant pouvait tout changer, ou tout briser définitivement. Luc l'avait poussée à cette confrontation, arguant que seule la vérité brute pouvait guérir les plaies. Hélène descendit les escaliers, le cœur battant, et trouva Aïssatou dans le salon, debout près de la fenêtre, les bras croisés comme une armure. La marque sur sa joue avait pâli, mais elle restait visible, un rappel muet de la violence. Hélène s'approcha lentement, sa voix chevrotante brisant le silence. « Aïssatou, je dois vous parler. » Aïssatou se tourna, son regard neutre mais chargé d'une douleur contenue. Elle n'avait pas pardonné, pas encore. Hélène s'assit sur le canapé, invitant d'un geste Aïssatou à en faire autant, mais celle-ci resta debout, préférant la distance. « Ce que j'ai fait était inexcusable, » commença Hélène, les mots sortant difficilement, comme arrachés à son âme. La gifle, les mots, tout ça venait d'une peur profonde en moi. Chloé, elle n'est pas biologiquement la mienne. Nous avons utilisé une donneuse d'ovules, une femme d'Afrique de l'Ouest. Quand je vous ai vu la bercer, avec votre peau qui lui ressemble peut-être plus que la mienne, j'ai paniqué. J'ai vu en vous la mère que je ne serai jamais, et ça m'a terrifié. Ma jalousie, mes préjugés, ils ont pris le dessus. Je vous ai traité comme une ennemie parce que vous étiez différente, parce que vous étiez noire. Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Hélène, des larmes de honte authentiques, pas de manipulation. Aïssatou écouta sans interrompre, son expression impassible masquant un tourbillon intérieur. Elle avait attendu ces mots, mais ils arrivaient ben comme un ouragan, remuant ses propres blessures. Quand Hélène eut fini, elle prit une profonde inspiration et parla, sa voix calme mais ferme, imprégnée d'une sagesse forgée dans l'adversité. « Madame Duval, votre peur ne justifie pas la violence. J'ai connu le mépris en France depuis mon arrivée. Des employeurs qui me regardaient comme de haut, des voisins qui changeaient de trottoir, des mots comme « étrangère » ou « pas à sa place » parce que ma peau était noire. J'ai choisi de rester malgré tout pour aider des enfants comme Chloé parce que j'ai perdu un petit garçon que j'aimais comme un fils. Il m'appelait « maman » et on me l'a arraché. Mais la maternité, ce n'est pas la couleur de peau ou le sang. C'est l'amour quotidien, les gestes tendres, la présence.
Vous avez laissé vos préjugés vous aveugler, et ça m'a blessé plus que la gifle. » Les paroles d'Aïssatou frappèrent Hélène comme un éclair, illuminant les abysses de son ignorance. Elle se leva, les jambes flageolantes, et dans un geste impulsif, presque désespéré, s'agenouilla devant Aïssatou. « Pardon, » murmura-t-elle, la voix brisée, des sanglots secouant son corps. « Pardon pour tout. Je vous ai vu comme une menace, pas comme une personne. Vous méritez mieux. S'il vous plaît, restez. Aidez-moi à changer. » Aïssatou recula d'un pas, surprise par cette humilité inattendue. Ses yeux s'embuèrent, un mélange d'émotions et de conflits intérieurs. Elle avait rêvé de ce moment, mais le voir se réaliser la désarmait. Elle tendit une main hésitante, aidant Hélène à se relever, leurs regards se croisant dans une connexion brute, vulnérable. Le climax de cette rencontre surgit quand Aïssatou posa ses conditions, sa voix gagnant en intensité. « Je pardonne, mais le pardon n'efface pas la douleur. Je ne resterai pas comme domestique, traité comme une ombre. Si je reste, ce sera en tant que coach parental, pour guider Chloé et vous apprendre à être la mère que vous pouvez devenir. Mais seulement si vous changez vraiment. Respectez-moi comme une égale. Affrontez vos préjugés. Sinon, je pars, et vous perdrez plus qu'une aide. Vous perdrez une chance de guérir. » Hélène hocha la tête, les yeux brillants d'une résolution naissante. Elle serra la main d'Aïssatou, un pacte silencieux scellé dans les larmes et la douleur. Pour la première fois, les barrières tombaient, laissant entrevoir un pont fragile vers la rédemption. Des semaines qui suivirent la confrontation dans le salon marquèrent un tournant fragile, mais tangible, dans l'appartement de la Défense. Les tours les tours de verre, autrefois témoins silencieux d'un foyer fracturé, semblaient maintenant baignés dans une lumière plus douce, comme si le printemps parisien, avec ses bourgeons timides, s'infiltrait dans les murs. L'atmosphère, encore lourde des blessures du passé, commençait à se teinter d'une chaleur hésitante, portée par des efforts sincères pour reconstruire ce qui avait été brisé. Aïssatou Diallo, désormais officiellement coach parental et non plus simple domestique, avait accepté de rester sous les conditions strictes qu'elle leur avait posées à Hélène. Ce n'était pas une décision facile. Chaque matin, en entrant dans la nurserie, elle sentait encore l'écho de la gifle, un souvenir qui, bien que s'estompant sur sa joue, restait gravé dans son cœur. Pourtant, pour Chloé, cet enfant aux yeux pétillants qui lui tendait les bras, avec un sourire innocent, elle avait choisi de donner une chance à cette famille, et peut-être à elle-même. Hélène Duval, jadis si sûre de sa supériorité, marchait désormais sur un fil émotionnel. Elle s'était inscrite à des ateliers de parentalité, guidée par les recommandations d'Aïssatou, et passait ses soirées à lire des ouvrages sur le lien mère-enfant. Ces livres, souvent annotés par Aïssatou, avec des notes manuscrites, étaient devenus pour Hélène une carte pour naviguer dans un territoire qu'elle avait longtemps fui, sa propre vulnérabilité. Elle apprenait à reconnaître les racines de ses préjugés, confrontant les voix insidieuses des conversations mondaines qui avaient empoisonné son esprit. Lors d'un dîner récent avec des amis, lorsqu'une remarque dédaigneuse sur les codes immigrés avait fusé, Hélène avait surpris tout le monde en quittant la table, incapable de tolérer ce qu'elle avait autrefois ignoré. Ce geste, bien que petit, marquait une fracture avec son ancien moi, un pas vers une rédemption qu'elle savait longue et exigeante. Dans la nurserie, Aïssatou et Hélène travaillaient, côte à côte, une collaboration prudente mais croissante. Aïssatou enseignait à Hélène des techniques pour apaiser Chloé, comment la bercer avec douceur, comment lire ses pleurs pour comprendre ses besoins. Ces moments, autrefois source de jalousie, devenaient des ponts. Hélène observait Aïssatou avec un mélange d'admiration et de honte persistante, notant la facilité avec laquelle elle calmait Chloé
lors d'une crise de larmes, ou transformer un caprice en éclat de rire. Mais Aïssatou ne se contentait pas de guider. Elle partageait des fragments de son passé, des histoires de son travail en Afrique, où elle avait appris à tisser des liens avec des enfants marqués par la perte. Ces récits, racontés avec une retenue pudique, rappelaient à Hélène la profondeur de l'expérience d'Aïssatou, une expertise qu'aucun diplôme parisien ne pouvait égaler. Luc, quant à lui, jouait un rôle de gardien discret. Il s'assurait qu'Aïssatou était traitée avec le respect qu'elle méritait, intervenant subtilement lorsque Hélène montrait des signes de recul. Il avait réorganisé son emploi du temps pour être plus présent, conscient que le changement d'Hélène nécessitait un soutien constant. Il admirait la force d'Aïssatou, sa capacité à pardonner sans oublier, et il veillait à ce que l'appartement devienne un espace où elle se sentait en sécurité. Un soir, il surprit Aïssatou en lui offrant un contrat officiel de coach parental, avec un salaire équitable et des avantages qu'elle n'avait jamais eus en tant que domestique. « Vous faites partie de cette maison », lui dit-il, les yeux brillants de gratitude. Aïssatou accepta avec un sourire retenu, un signe qu'elle commençait à croire en la possibilité d'un nouveau départ. Le point culminant de ce chapitre survint un après-midi ensoleillé, dans le petit jardin privatif de l'immeuble, où Hélène et Aïssatou jouaient avec Chloé. L'enfant, riant aux éclats, courait maladroitement entre elles, ses petites mains saisissant tantôt celles d'Hélène, tantôt celles d'Aïssatou. Dans un moment spontané, Chloé enlaça les jambes des deux femmes, les unissant dans un câlin maladroit, mais pur. Hélène sentit une vague d'émotion la submerger. Elle regarda Aïssatou, dont les yeux brillaient d'une tendresse silencieuse, et murmura, la voix brisée. « Merci, merci de m'avoir appris à être une mère pour elle. » Aïssatou, pour la première fois depuis la gifle, sourit pleinement, un sourire qui semblait dissoudre les dernières ombres entre elles. « Ce n'est pas moi qui vous apprends, » répondit-elle doucement. « C'est Chloé, et vous commencez à l'écouter. » Dans un geste symbolique, Aïssatou sortit de son sac une petite photo encadrée, une image d'elle, d'Hélène et de Chloé, prise par Luc lors d'une promenade récente. Elle la posa sur une étagère dans la nurserie, à côté d'une bougie qu'elle allumait chaque soir en mémoire du petit garçon qu'elle avait perdu au Mali. Ce simple cadre, où 3 silhouettes se tenaient unies, devint un totem de réconciliation, un rappel que la famille ne se définissait pas par le sang ou la couleur, mais par les gestes d'amour et de respect. Hélène, les larmes aux yeux, serra la main d'Aïssatou, scellant un pacte silencieux. La maison, jadis un champ de bataille, vibrait désormais d'une harmonie fragile, tissée par la douleur, la vérité et l'espoir d'un avenir où les blessures pourraient te guérir, non pas en disparaissant, mais en devenant des leçons gravées dans le cœur.